Ok. C'est un mouvement. Mais tout de suite, ça change carrément. Ok. Donc, nous ne vendons pas de matériel informatique. C'est pour ça que tout ce qui est vidéoprojection, c'est pas encore tout ça. Mais c'est pas grave, on va ok. Si on avance. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez déjà Mano Mano, un petit peu de nom? Vous avez peut-être vu la pub avec la musique hyper énervante pendant la Coupe du Monde, donc ça c'est nous. Grosso modo, on est une marketplace pure player, on vend du bricolage. Alors ouais, on est tech et on vend du bricolage, qui est assez rare et on ne le fait pas souvent. On a 5 ans d'existence à peu près. On est lancé dans 5 pays et on est une boîte grosso modo en hyper croissance. C'est-à-dire que chaque année on fait x3, que ce soit sur le chiffre d'affaires et même, je pense, même sur le nombre de personnes. Quand je suis arrivé, il y a 1 an chez Mano Mano, 1 an et 1 semaine pour être précis. J'étais le 130e employé, je crois qu'aujourd'hui on est à 320, quelque chose comme ça. Hein. 320, donc voilà, on grandit vite. On est bientôt déjà à l'étroit de ces ok. Je vais quand même vous parler rapidement de notre mission. Alors, on s'est donné pour objectif d'essayer d'enchanter l'expérience du bricolage. C'est-à-dire que nous, on a remarqué qu'il y avait des gens qui aimaient bricoler et qui, on pourrait qualifier, je pense, cette personne un tout petit peu stressée par le bricolage. Et on s'est dit que ce qu'on voulait, c'était vraiment que les gens n'aient pas ce genre d'expérience et plutôt une expérience beaucoup plus positive et éventuellement même de swag, quoi. Vraiment qu'ils prennent beaucoup de plaisir à faire du bricolage grâce à nous. Ce qui veut dire qu'on vous donne pour mission vraiment de travailler sur tout un tas d'aspects autour de l'expérience du bricolage. Parce que notre métier, finalement, on aime bien dire ça, c'est de passer du pixel vraiment jusqu'à l'objet physique qu'on reçoit chez soi et qui permet de bricoler. Donc le bricolage, sérieusement, ça c'est la partie vraiment très sérieuse que je vais vous faire dans 2 minutes. J'aurais aussi pu appeler pourquoi c'est cool de travailler chez Mano Mano. Alors, déjà, le truc très très bien, c'est qu'on apprend des choses tous les jours. Par exemple, est-ce que quelqu'un sait me dire comment s'appelle ce qu'on voit sur l'image? D'après vous. Allez, qui se lance? Un évier, ouais. Alors, jusque-là, gros niveau. Alors, il y a un terme un peu plus précis. Est-ce que vous voyez un terme plus précis pour définir ce? Non, personne ne sait? Ok, on va avancer, c'est pas grave. C'était donc un évier d'arbre d'office, hein, très connu. Donc, l'évier d'arbre d'office. Allez, deuxième chance. Comment s'appelle cet objet qui est carrément plus simple? Alors, je me suis douté que je n'aurais pas forcément des gros bricoleurs dans l'assemblée. Charnière, c'est un des termes qu'on utilise, il y a un autre terme qui est vachement plus sympa. Est-ce que quelqu'un d'autre voit un synonyme? Bon. Non, alors les gens de Mano Mano, ils vont arrêter de tricher. Non, c'était pas ça. Donc c'était la pommelle, évidemment. Évidemment, la pommelle. Donc l'avantage quand on travaille chez Mano Mano, c'est qu'on parle de Git et de code, et on parle aussi de pommelle et des termes d'office, et ça, on n'a pas la chance de le faire partout. Donc c'est cool, on apprend des choses tous les jours. L'autre truc qui est assez cool, c'est qu'on joue un peu à Pokémon Go. Chez nous, alors on n'est pas has-been, c'est juste que dans notre catalogue, chaque employé s'est donné pour mission de dénicher la perle rare, vraiment un objet de bricolage qui est très très rare, un peu comme le Pokémon rare. Si on prend par exemple Sophie, elle a réussi à trouver un truc qui s'appelle le Baby Art Belly Kit. Donc c'est vraiment une expérience de bricolage qui est hyper cool parce que vous prenez en fait du plâtre et vous pouvez faire votre moule de femme enceinte. Pour garder en souvenir, etc. Donc ça, évidemment, c'est quand on fait la chasse et qu'on joue à Pokémon Go, c'est pour trouver les anomalies, les produits qu'on ne devrait pas avoir dans le catalogue. La deuxième étape, vachement plus sympa, pendant un petit temps, on pouvait acheter des plantes de cannabis sur... Alors évidemment, on a fait la chasse à... Enfin, contrairement à ce que disent les gens qui ont beaucoup d'humour dans la boîte, hein, on a fait la chasse à ce genre de produits. Donc on joue aussi à Pokémon Go, donc c'est assez cool d'acheter à la pour ça aussi. Enfin, alors, il n'y a pas un consensus sur cette idée-là, mais il semblerait que le bricolage soit le plus vieux métier du monde. Tous les experts ne sont pas d'accord, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on bricole depuis la nuit des temps. Ce qui est assez cool aussi, c'est que quand on réfléchit au bricolage, c'est de se dire que, en réalité, c'est probablement une activité qu'on va tous faire dans notre vie, à un moment ou à un autre. C'est vraiment, que ce soit pour changer une ampoule, que ce soit pour accompagner un moment de vie qui est hyper cool, type j'ai mon premier enfant, j'ai mon premier appart, je m'installe avec mon copain,
ma compagne ou mon compagnon, eh ben, on va pouvoir bricoler. Ce qui fait qu'on a la chance de travailler chez Mano Mano en tant que product manager sur un produit qui va être utilisé par des millions de personnes, et c'est quand même assez. Bon. Bref, tout ça pour vous dire quoi? C'est que, donc message subtil, vous avez dit que je vais faire un petit truc message subtil, sur le fait que nous recrutons, on a plein de postes ouverts, donc de tous les niveaux, junior PM, senior PM, QA, je pense à toi, Yann, Head of Design, on a plusieurs sujets, et n'hésitez pas à parler, donc il y a une partie de l'équipe Mano Mano qui est dans le coin, vachement bien représentée. Faites coucou, ouais. Donc n'hésitez pas à venir parler avec nous, on sera très ravis. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ah non, une dernière chose quand même. Mano Mano a le privilège d'être le premier parrain du premier batch d'Emoshi. Donc Caroline va vous parler de merci à tous. Et bienvenue chez nous. Bonsoir à tous. Juste quelques mots. Donc moi, je suis Audrey. Je suis product manager chez Manos depuis quelques mois. Et là, pour vous partager mon expérience. Et avant ça, je vais laisser la parole à Caroline. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce soir. Merci à Manos de me recevoir. Et puis, merci à Yann de venir sur ce parcours. Le but de ce soir, c'est vraiment de découvrir le métier quelle est sa place dans l'organisation, quel est son rôle au jour le jour, et puis quels sont les chiffres du marché au niveau de la France. C'est vrai que c'est une production qui est vite, et les chiffres ont évolué à la même chose. On va parler de ce job à peu près une quinzaine de minutes. Après, il y aura des témoignages de notes pour 30 minutes, et puis après, il y aura 15 minutes pour répondre à des questions. Ça, c'est bon. Juste un petit historique sur Logit. La boîte a à peu près 1 an et demi. On lance le premier batch sur ce format-là, c'est-à-dire informaticienne, en septembre. Mais on a testé pas mal de modules et de formats qu'on a créés. On l'a créé parce qu'on s'est rendu compte que on l'a créé à deux au départ avec mon associé. On travaille dans la tech à Paris et en fait on se rendait compte que c'était un job sur lequel il y avait beaucoup de traction au niveau des boîtes, mais il y avait beaucoup de candidats formés et il y avait beaucoup de formation. On a décidé de se lancer là-dessus. Et donc aujourd'hui on va se retrouver là sur cette fois. Du coup, avant tout, qu'est-ce qu'un produit? Un produit, c'est ça, c'est le résultat d'un process physique ou non qui répond aux besoins du marché. Donc, plus globalement, le product manager en général, c'est un product manager d'un produit numérique et il travaille sur des produits qui peuvent être à la fois des web apps, des applications mobiles, des produits. Ici, on a des exemples comme la web app Pinterest, l'application mobile Airbnb, le web app Sephora. Sachant qu'en général, sur les produits un peu complexes, on a des product managers par feature, et non un product manager sur l'ensemble des produits. Ensuite, qu'est-ce que le product management? Et ça, c'est très classique, ce domaine est très classique. C'est le product manager est à l'intersection entre les trois fonctions que sont le business, la tech et le design. Aujourd'hui encore en France, on a souvent les product managers qui sont dans les équipes market ou dans les équipes tech. Mais de plus en plus, on a des équipes produits qui se forment, des équipes à part entière, où en fait les product managers ont soit au-dessus d'eux un CPO, donc un Chief Product Officer, soit directement un CEO, mais assez fréquemment, ils n'ont pas directement les portes. C'est pour ça qu'il y a une grande partie du job du product manager qui consiste à embarquer les autres fonctions avec lui dans la vision de notre produit et à convaincre les personnes que cette vision du produit. Sachant que pour information, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'équipes produits à part entière et on a des CPO au même titre, au niveau de bord, au même titre que des CMO. Alors, ensuite, les grandes activités du product manager. Donc on a ces trois phases, si on a un peu gros, on a souvent aussi un peu donné en deux phases.
le discover et le développer. Normalement, toutes ces phases-là sont réparties de manière équilibrée. En termes de temps alloué par le product manager au sein de son job. Dans les cas, c'est un petit peu différent et on passe quand même pas mal de temps sur les médias, sur les données, parce qu'on gère tous les bugs, on travaille avec les bugs pour faire en sorte que le produit, pour faire des itérations, pour faire en sorte que le produit avance, etc. Mais la partie scolaire est une partie qu'il faut bien avoir en tête et bien pitcher, parce que c'est hyper important pour trouver le bon product market fit, qui est l'objectif ultime du product manager. Du coup, le product market fit, est-ce que vous savez ce que c'est? En gros, le product market fit, c'est faire en sorte que le produit ou la feature soit toujours en phase avec les besoins du marché. Donc, tout ça, ça nécessite toujours de mettre en place des MVP, ce qu'on appelle des MVP, qui sont des versions très simples du produit, qui vont permettre d'être testées rapidement et pour itérer le plus rapidement possible et améliorer en continu sur MVP pour pouvoir avancer de manière efficace. Là, on a finalement une description un petit peu plus précise des activités du product manager. En fonction de son background, de son niveau de maturité, de ses aspirations, on va développer ces différents skills, sachant que ce qu'on sous-estime beaucoup dans la fonction de product manager, c'est ses soft skills. On pense en tant que ce qu'on a constaté, c'est qu'en tant particulier, on pense que les skills ceux qui ont le plus de valeur sont ces hard skills-là. Mais en réalité, ce qui est le plus difficile à développer et à trouver quand on recrute des product managers, c'est vraiment les soft skills. Si on a les soft skills du product manager, on peut développer ces différents hard skills assez facilement. Ou avec l'expérience, c'est pas un souci, mais les soft skills, c'est vraiment la variable qui est déterminante et qui va différencier un bon PM d'un excellent PM. Dans les soft skills, dans les soft skills, on a tout ce qui est écoute, communication, empathie et humilité. Parce que la fonction du product manager est faite à l'intersection entre différentes fonctions qui ne parlent pas le même langage et qui n'ont pas de lien hiérarchique avec le product manager. Ce positionnement humble et à l'écoute et empathique est vraiment hyper important et c'est ce qui va déterminer justement la capacité du product manager à diffuser sa vision et à mener des équipes. Quelques chiffres sur l'écosystème startup en 2017. Les chiffres de la première moitié de 2018 n'ont pas tardé à arriver, ça c'est des chiffres très communs. Il y a eu 9 400 startups décrites, donc c'est surtout plus 30% en 3 ans. Donc l'écosystème extrêmement dynamique. 94% des startups ont embauché en 2017, dont 89% en CDI. Donc ça vient à l'encontre de l'idée reçue que les startups qui ont des forces CDI embauchent que des stagiaires. Ensuite, énorme croissance des fonds en 2017, on a plus 50% de sur le montant des fonds qui s'élevait à environ 3 milliards d'euros. Ensuite, plus spécifiquement, le product management en des chiffres. Alors là, on a un mix entre des chiffres US et des chiffres Europe, parce qu'on a encore assez peu de données sur le product management de l'Europe et en France. Mais ce qui se passe aux États-Unis donne une bonne idée de ce qui peut se passer en France, sachant que les États-Unis, les États-Unis a à peu près 20 ans d'existence, et en France, on est à sa forme actuelle, on est autour de 4-5 ans d'existence. Donc, 66%, c'est le nombre, la part d'hommes product managers. C'est 71% d'hommes dans la tech en général. Donc, c'est une photo un petit peu plus de femmes que les équipes. Allez-y les filles. On a 8,5% des boîtes qui
été interrogés, ça c'est un chiffre commun, qui estime qu'il est facile de recruter un product manager. C'est peu. Et c'est lié à la fois au fait qu'il y a peu de formés, que les soft skills sont très difficiles à évaluer, et puis aussi qu'en interne, il y a plein de boîtes, plein d'équipes qui ne savent pas vraiment comment recruter un product manager, parce que c'est un nouveau métier. C'est difficile de faire ces problèmes. Les trois fonctions, le top 3 des fonctions qu'ont tenu le product manager avant d'être product manager sont business analyst, développeur et marketing. Donc là aussi, les product managers ne sont pas des anciens élèves dans la majorité des cas. Et on peut tout à fait venir de marketing et avoir un profil analytique et se donner des product managers par la suite. On a 70% de product managers, mais ça c'est un chiffre, et on a 70% de product managers qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience à ce job-là. Mais on a 70% des product managers qui ont plus de 6 ans d'expérience professionnelle en général. Et ça veut dire qu'en fait, souvent les product managers ne sont pas product managers au sein de leur premier job. Ils ont toujours de l'expérience avant, très souvent de l'expérience avant, mais c'est une fonction relativement nouvelle parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce job. Le chiffre suivant, c'est 37% des profils, 37% des product managers sont des ingénieurs. Là aussi, c'est un bon niveau dessus. Il y a à peu près la même proportion de profils qui ont une école de commerce, et le reste, ce sont des product managers qui ont vraiment des profils de graphistes. Ensuite, 40% des produits sur lesquels bossent les product managers sont des produits B2B exclusivement. Un autre 40% sont des produits managers qui bossent sur des produits à la fois B2B et B2C. Et 17% bossent uniquement sur des produits B2C et 3% sur des produits internes. Donc, c'est pas les product managers qui bossent sur des produits B2C sont pas du tout majoritaires et bien avoir en tête parce que c'est pas forcément là. Et enfin, chiffre un peu moins intéressant, 50% des product managers travaillent dans des sociétés de plus de 500 personnes. On a beaucoup on a des cercles, des startups, qui sont visibles pour beaucoup de product managers, et on voit énormément d'entreprises, de banques, d'assurances qui sont très chiffrées de projets à produits, et qui recrutent des product managers à l'appel. Ils font transitionner leurs anciens project managers en product en masse. Voilà, donc pas de profil type comme on l'a dit, surtout les soft skills. Au niveau des hard skills, c'est sûr que on n'a pas énormément de profils formés. Avoir des hard skills comme connaître les modules, savoir utiliser des outils, avoir des bases en design, éventuellement connaître les bases du code pour pouvoir dialoguer avec les devs. C'est mieux, mais si c'est pas suffisant, si on n'a pas des soft skills du product manager, si on n'est pas à l'écoute, si on n'a pas développé sa communication, si on n'a pas d'empathie, si on n'est pas capable de s'adapter aux différents discours des équipes, des personnes avec lesquelles on travaille, les hard skills ne vont pas être de grande utilité, mais vont pouvoir faire la différence quand vous commencez un job au niveau du les salaires. Donc voici, alors juste pour l'anecdote, je me rappelle que j'avais postulé il y a 3 ans à peu près un job de product manager dans pas mal de boîtes. Et je m'étais fait retourner systématiquement pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que j'étais issue d'une école de commerce et à l'époque, ils embauchaient que des années. Il y a absolument que les product managers sachent coder. Et la deuxième raison, c'était que, ça c'était un peu commun aux startups il y a quelques années, les salaires des product managers tournaient en junior autour des 30K, ce qui n'est pas tout. Donc, ça va beaucoup pour moi. Mais maintenant, les salaires augmentent pas mal. C'est dû à la fois au fait que les boîtes ont plus d'argent, le système startup est plus d'argent, mais aussi au fait que finalement, les product managers sont un profil assez dynamique.
et on recrute, les salaires à l'entrée sont vraiment plus hauts donc on monte de juste, je vais ajouter un dernier point. C'est vrai qu'on remarque dans notre propre il y a business analyst marketing, il y a aussi un profil qui est très apprécié pour les managers, c'est les entrepreneurs. Parce qu'en fait, le mindset de l'entrepreneur, qui est de faire avec les moyens, de toujours essayer d'améliorer son produit à moins de coûts, de commencer en permanence, en étant en collant au maximum à son marché. C'est un mindset qui est assez proche de ce qu'il faut être manager. Après, les compétences et les outils utilisés en général sont pas tout carrés et les soft skills artificiels ne sont pas. Mais si on peut parler de mindset similaire, on peut comparer le mindset du manager à celui de l'entrepreneur. Ça peut aider dans votre questionnement et dans vos recherches. Donc, on va passer la parole à la Moi, ce soir, après tous ces chiffres qui sont bien réels, moi, je vais surtout vous partager mon expérience. Donc, avant toute chose, je veux vous dire que ce dont je vais vous parler, il faut en aucun cas prendre pour une réalité absolue. C'est vraiment le reflet de l'expérience que je peux avoir du métier de PM. Et donc, de comment j'en suis arrivée là, et ce qui m'a amené à devenir product manager. Je vais vous donc d'abord vous parler de mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Quelles sont, d'après mon expérience, les qualités fondamentales d'un PM, celles que je valorise au jour le jour, et quels sont mes conseils pour vous, apparemment c'est la plupart d'entre vous ici ce soir, pour aller vers ce métier-là. Donc pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait, peut-être certains de vous connaissent aujourd'hui, je suis passée de la gestion de projet à la gestion de produit. Peut-être vous dire qu'est-ce que c'est quoi pour toi la différence entre l'un et l'autre. Pour moi, la gestion de projet, telle que je l'ai vécue, un projet, c'est un projet sur une durée plus courte. C'est éventuellement un projet qui est commandé par un client final, qui va mettre de l'argent sur la table, c'est-à-dire, voilà, je veux tel outil, et puis je le veux pendant 6 mois. Et donc, je passais d'une mission à une autre, et d'un projet à un autre, toujours très différent. Le produit, c'est un mindset qui est un peu différent, puisque en rentrant, je travaille chez Emmanuel, je m'engage à travailler sur un produit sur un très long terme, à le faire évoluer, à itérer dessus, et à le faire à l'accompagner. Vraiment, c'était un mindset complètement différent pour moi. Donc voilà, en résumé, les étapes clés. Moi, je viens des 37% d'un média. J'ai fait des études de maths info. Effectivement, ça a des avantages aujourd'hui, puisque je comprends relativement les développeurs avec lesquels je discute. Du coup, être capable de développer, mais c'est ma formation initiale. En sortant de ça, par contre, j'avais pas du tout envie de développer pour de vrai, et j'étais plutôt intéressée par tout ce qui était gestion de projet, accompagnement de projet. Donc, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Alpin, qui fait de la gestion de formation professionnelle et de l'accompagnement à la gestion des compétences. C'est très orienté RH. J'ai commencé en tant que consultante à faire du paramétrage de solutions, à accompagner les commerciaux en avant-vente pour prototyper des solutions. Puis rapidement, je suis arrivée vers la fameuse gestion de projet. Donc, gestion de projet, accompagner des clients, comprendre quels étaient leurs besoins, concevoir des outils, puis suivre les devs et les consultants dans le développement, ensuite aller vers tout ce qui était formation et on-board de clients finaux. Et donc ça, en itérant plusieurs fois, j'ai fait ça donc, de 2012 à 2014. Et en 2014, l'entreprise elle a fait un virage. On s'est rendu compte que, toujours chez Alpin, on s'est rendu compte qu'on recommençait toujours les mêmes, on développait toujours les mêmes solutions et on les redéveloppait à partir de zéro. Donc on perdait un temps fou, on n'était pas rentable, on s'en sortait pas. Et donc à ce moment-là, on prend un virage, on dit ok, on va développer notre ligne de solutions packaging. C'est ça comme ça à l'époque. Et on va essayer de délivrer des packages à des clients
des packages tout construits avec clé en main, la solution, elle répond à votre besoin le mieux possible. Donc à cette époque-là, c'était 2014-2015. Je prends la responsabilité de cet outil qu'on a appelé un outil de BDES, donc base de données économique et sociale, que certains d'entre vous connaissent. Mon titre, c'était responsable BDES. Je ne savais pas vraiment l'expliquer à l'extérieur. Je savais que c'était ça que je faisais. Moi, je faisais au quotidien, j'allais voir le plus de clients possible pour essayer de comprendre comment répondre le mieux à leurs besoins et concevoir un outil qui soit le plus, qui convienne au plus grand nombre et qu'on puisse déployer comme ça. Dans mes missions, je me suis rendu compte aussi que habituellement, dans la gestion de projet, mes clients ils payaient pour de la formation, ils payaient pour de l'accompagnement projet. Et là, quand on vendait un produit tout packagé, ça ne marchait pas comme ça. Ils n'étaient pas du tout prêts à aller investir beaucoup d'argent en pilotage. Et donc, c'était des choses qu'il fallait qu'on anticipe en amont, qu'on essaye d'industrialiser au maximum, qu'on s'est mis à faire des webinaires de formation, des clubs utilisateurs, vraiment industrialiser le truc. Et voilà, donc à cette époque-là, j'étais responsable BDES. Et un jour, peut-être en 2016, je discute avec un de mes amis qui lui travaillait chez Balinea à l'époque. Et je lui demande de m'expliquer ce qu'il fait au quotidien. Ça, c'est marrant, c'est exactement ça. Moi, c'est exactement les mêmes missions, le même travail au quotidien que lui. Donc, je ne dis rien. Je vais regarder sur son LinkedIn de ça. Et moi, il est product manager. Et c'est comme ça que j'en suis finalement arrivée là. J'ai découvert le métier de PM. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et c'est cool, parce que lui, il avait déjà ouvert. Et ça m'a ouvert les portes de tous ces meet-ups, de toute la communauté PM qui quand même se développe de plus en plus et de plus en plus active, et notamment sur Paris. Accès à des blogs, à de la formation, à de la formation comme peut le proposer Caro. Et donc grâce à ça, j'ai pu développer des compétences, par contre, que j'avais des grosses lacunes sur certains points, le marketing, la data, et plein de choses que je ne traitais pas du tout. Voilà, ça m'a permis d'évoluer et un jour de poser la question de 6 ans que je travaille chez Alpha et que j'ai essayé de monter un produit un peu tout seul à partir de mes connaissances à moi et de monter un produit à partir de rien. Donc j'ai peut-être allé me développer et apprendre avec d'autres qui sont un peu plus expérimentés. C'est comme ça que j'ai rejoint Evaneos en novembre. Pour le parcours. Et donc, ce dont je vais vous parler là, c'est pourquoi j'ai choisi Evaneos. Pas pour vous vendre l'entreprise particulièrement, bien que, mais surtout parce que c'était une vraie question à l'époque de se dire je sais que je vais m'engager sur un produit sur du long terme et j'ai vraiment bien envie de choisir ma boîte. Et il y avait 3 axes qui étaient hyper importants pour moi à l'époque. C'était l'ambition, le projet que pouvait porter l'entreprise. Evaneos, c'est sympa, on travaille dans le voyage, on vend, pour ceux qui ne connaissent pas, on met en relation des voyageurs avec des agences locales qui sont partout dans le monde, qui sont nos partenaires. Et donc pour ça, on développe, on développe un site web pour les mettre en relation et on met à disposition de nos agents partenaires des produits, ça c'est l'absolu, des produits pour suivre les demandes et pour construire le voyage. Voilà, et je trouvais que c'était beau, que c'était une belle ambition, transformer l'expérience voyageur, ouvrir un peu plus, permettre d'ouvrir la curiosité de chacun vers des destinations qui ne sont pas forcément accessibles tous les jours. Le premier point, c'était une ambition, un métier qui parle au quotidien. Le deuxième point, c'était le modèle. Et je pense que au travers de ce que je vous ai dit avant, j'ai un petit peu souffert du côté on a un client qui achète un produit, qui met beaucoup d'argent dans le produit, et qui finalement va te dire je veux ça. Non, mais tu m'as dit que la bonne solution c'était ça, mais moi je m'en fous de ça. Et ça, j'en ai vraiment beaucoup souffert. Et je dis j'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie d'essayer une boîte dans laquelle finalement le client, c'est vous, c'est moi, et d'avoir un panel plus large de personnes qui vont m'aider à construire le produit. C'est le modèle B2C. C'est vraiment ça. Alors moi, paradoxalement, je ne travaille pas sur la plateforme, sur le site web, je ne travaille pas pour vous, voyageurs,
travaille pour les agents. Et les agents ne sont pas des clients qui travaillent, ils ont une relation complètement différente. On a vraiment pu construire une communauté d'agents à qui on fournit des outils et qui s'intéressent juste à ce qu'on peut lui fournir de plus et de mieux et qui va nous aider à les co-construire. Voilà, ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'était rejoindre une équipe. Aussi, je l'ai dit, je travaillais dans une entreprise où le produit n'existait pas. On a construit cette notion de produit, on a développé cette notion de produit avec le temps. Et chez Evaneos, j'ai rejoint une équipe constituée de 5 PM et un Head of Product. Donc il y avait déjà cette culture-là du produit. L'avantage là, c'est qu'on arrive à se réunir toutes les 2 semaines environ pour partager nos méthodes, pour partager nos résultats, pour challenger nos roadmaps et nos choix stratégiques. Donc c'était vraiment d'aller dans une entreprise où on allait pouvoir où j'allais pouvoir apprendre et développer ces compétences assez essentielles. Au-delà de ça, dans l'équipe, ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'était un environnement beaucoup plus collaboratif. Et ça, finalement, c'est un point qui est hyper important. Et je sais que si un jour je change d'entreprise, c'est quelque chose que je chercherai. C'est d'avoir un peu moins de hiérarchie et beaucoup plus de collaboration au sein des équipes. Et une petite particularité dans le job de PM chez Evaneos, c'est qu'on est aussi manager de nos équipes. Alors, la plupart des managers des équipes de développement. La plupart des gens vont dire c'est compliqué votre position parce que finalement, c'est toi qui arrives avec le besoin, puis en plus, tu as la capacité d'imposer parce que tu es manager. Et finalement, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait tellement devenir des tyrans qu'à l'inverse, on essaye de collaborer à l'extrême pour que chacun puisse amener un peu sa pierre à l'édifice. Donc finalement, moi, je me retrouve dans une équipe où je fais intégralement partie de l'équipe et où toutes les décisions se prennent avec les designers, avec l'ensemble des développeurs et avec... ça, c'est pour pourquoi j'ai choisi Evaneos. Et maintenant, pourquoi j'aime le métier de product manager? Parce que, pour 3 axes encore. La stratégie que je trouve absolument passionnante. C'est vrai que dans le métier, les startups et notamment les startups tech, le produit est un peu au centre du business et de ce qui va rapporter du business de l'entreprise. Et la stratégie, c'est passer son temps à essayer de comprendre les problèmes, à trouver des solutions, à se projeter dans l'avenir, à itérer dessus, à se dire ah bah là j'avais une bonne solution, puis 2 mois plus tard ou 6 mois plus tard on se rend compte que c'était pas la bonne et on discute avec des gens qui sont passionnés et c'est vraiment un axe qui me plaît beaucoup. La transversalité du métier, puisqu'on va être amené à discuter avec tout un tas de personnes, de tout un tas de métiers, des développeurs, des marketeurs, des sales, des gens qui font la QA, des gens qui vont faire la formation, l'accompagnement. Et puis je vous dis, mes clients, bien sûr, chez moi, c'est des marrants de voyage. Et ça, c'est passionnant, on passe une journée à échanger, à discuter. Et voilà, et dans la même lignée, ce que je trouve top, c'est le côté humain, à quel point les soft skills sont importants, et à quel point être là pour écouter, comprendre, passer du temps avec les gens pour mieux sentir le besoin, c'est utile. Ça, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Donc voilà, finalement, on va faire sur et je vais vous parler de ce qui me semble être des qualités absolument essentielles. J'en ai choisi 4, il y en aurait plein. Et finalement, d'un métier à un autre, et un PM dans une boîte et un PM dans une autre boîte ne vont pas avoir du tout la même approche. Et donc, ça ne va pas forcément demander les mêmes qualités. Mais pourtant, il me semble qu'en termes de soft skills, il y en a quand même qui ressortent et qui sont systématiques. La plupart, ça va être l'écoute. Puisque on a besoin d'écouter, on a besoin de comprendre, de gagner la confiance des gens et de gagner la confiance de tous nos pairs, que ce soit nos développeurs, nos stakeholders, nos clients. Ça passe d'abord par l'écoute. Là, récemment, dans le produit sur lequel je travaille, on a fait une refonte de toute la plateforme en fait, B2B qu'on met à disposition de nos agents pour faire la gestion de leurs dossiers. Et on a monté une équipe qui est composée à la fois d'agents et de gens en interne qui sont responsables du training, du sales, etc. Et la dernière fois, elle m'a fait un feedback qui
m'a fait extrêmement plaisir. Elle m'a dit on adore venir en workgroup avec l'équipe parce que on sait qu'on peut dire tout ce qu'on veut et qu'on se sent écouté et on se sent soutenu et on sait que ça va quelque part. Pourtant, je ne veux pas prendre toutes leurs demandes et tous leurs besoins et les réaliser dans la semaine. Mais il y avait ce côté-là où finalement, on est à l'écoute d'eux et même si on ne réalise pas tout ce qu'ils nous demandent, on est suffisamment à l'écoute pour qu'ils sentent en confiance pour continuer de nous apporter des choses par la suite. Et ça me paraissait hyper important, l'écoute. Le deuxième point, c'est la com, bien sûr, puisque il faut être à l'aise pour trouver à la fois les bons canaux, les bons moments de discuter, les bons moments pour communiquer aux bonnes personnes et de manière assez régulière, que ce soit en amont d'un projet pour préparer la transformation et les changements, ou une fois que le projet est livré et cette fois-ci embarquer tout le monde. Et la dernière fois, c'était lors d'un meetup, il y avait une personne de Draghi, un PM de Draghi, qui parlait et qui disait moi, je sais que j'ai bien communiqué le jour où les gens chez moi viennent me voir et disent arrête, on n'en peut plus, on a compris, ton produit fait ça, il sort tel jour, on a compris. Et ce jour-là, je sais que j'ai bien communiqué et qu'enfin les gens ont intégré ce que j'essaie de leur dire. C'est marrant. Et voilà, deux autres compétences, le multitasking. Le multitasking, voilà. C'est parce que tous les jours, on va vous demander de faire plein de choses, alors que ce soit sur la mission. Une journée d'un PM classique, c'est toujours des meetings, des réunions, par exemple le stand-up avec votre équipe, ou la review de la semaine. Ça va être aussi faire un peu de conception, rédiger des issues. Donc ça, c'est la base, c'est un peu tous les jours, faire des tests. Et puis en plus de ça, régulièrement, et toutes les semaines, on va vous demander, on va venir vous voir pour faire des présentations, pour communiquer plus largement, pour convaincre des investisseurs que c'est le bon moment, il faut y aller, vous allez prendre les bonnes décisions, pour faire de la data analyse, pour discuter avec les fournisseurs et challenger un budget. Et donc tout ça, c'est toute la journée et c'est toute la semaine, c'est comme ça, et c'est très marrant. Et il faut être à l'aise avec ce multitasking et le fait de changer peut-être énormément de sujets. Et enfin, le focus, parce que quand on vous demande d'être multitask et de changer de sujet toutes les 5 minutes, il faut quand même savoir rester focus pour réussir à atteindre son objectif. Et donc, éventuellement, ne pas répondre à toutes les demandes qui sont mises, à tous les besoins qui sont mis. La dernière fois, sur ce meet-up avec les chiffres, c'était Diane Davico qui nous parlait de ses premiers jours et qui disait moi, quand je suis arrivée, on m'a dit oh là là, il y a un bug, ça fait 6 mois qu'il est là, il faut absolument régler, c'est absolument insupportable. Et en fait, elle s'est jetée dedans et elle a dit a posteriori, j'aurais pas dû parce que si ça faisait 6 mois qu'il était là, il pouvait encore attendre 2 semaines. Et moi, j'avais besoin d'être focus et j'avais besoin de comprendre le métier des gens. J'aurais pu passer un peu plus de temps à le comprendre à ce moment-là. C'était plus dur à rattraper. Donc, pas hésiter dans ce métier-là, pas hésiter à dire non à un moment, même si c'est difficile et que les gens apprécient pas en face. Ça va en être. Et donc, pour terminer, les conseils que je vous donnerai, en fait, le premier, c'est connaître vos skills, connaître vos hard skills. Carole, on citait un certain nombre tout à l'heure, on parlait de tech, on parlait de data, on parlait de dev, on parlait de marketing, de plein de choses. En fait, PM, c'est un métier qui est assez jeune. Jusqu'à très peu de temps, il n'y avait pas du tout de formation pour le devenir. Et regardez en arrière, regardez votre expérience. Il y a plein de choses que vous avez fait dans vos expériences qui cochent un certain nombre de cases parmi les métiers de PM. Et les cases que vous ne cochez pas, par contre, profitez-en, travaillez vos lacunes, formez-vous, participez à des meet-ups, discutez avec des gens, essayez de comprendre quels sont les outils qu'ils ont proposés pour essayer de combler ces lacunes-là. C'est pas du tout. On ne vous en voudra pas d'avoir des trous. Le scope d'un PM est trop large, il y a forcément des trous dans la skill. Car on a parlé aussi de développer votre soft skill. En effet, c'est le plus important, je pense, que pour gagner la confiance des gens et pour s'intégrer,
pour réussir à les convaincre. Ça passe uniquement par là, par les soft skills, donc prenez-en confiance, développez-les. Pour ça, il y a pas mal d'outils. Récemment, on a parlé de DSRB, c'est sympa, ça vous donne un peu vos forces. Et connaître ses forces, c'est hyper important parce que c'est là-dessus que vous vous appuyez tous les jours pour être un peu plus performant et un peu plus impactant. Et les faiblesses, on les travaille, mais c'est tellement dur de travailler ces faiblesses sur les soft skills qu'il ne faut pas se focuser uniquement là-dessus. Voilà, donc ça c'est plus vraiment en amont. Et puis une fois que vous avez envie de changer de boulot, commencez par définir vos attentes. C'est quoi qui vous motive? Quel est le rôle que j'ai envie de jouer dans une entreprise et qu'est-ce qui me motive le matin pour me lever? Pareil, pour ça, il y a un outil que j'adore qui s'appelle les Moon Motivators, que vous pouvez trouver en ligne, qui s'organise sous forme de cartes, de cartes, qui représentent des motivations qui peuvent aller de la curiosité au relationnel, en passant par le leadership ou la position dans l'entreprise. Et réussir à avoir une idée de ce qui vous motive le plus au quotidien. C'est aussi dire un jour quand vous êtes en entretien, en fait, côté par exemple autonomie, le recruteur vous dit alors toi tu vas avoir 3 managers au-dessus de toi, tu les reportes tous les jours et ton motivateur à toi c'est l'autonomie. Enfin, c'est raté, c'est sûr que c'est raté, c'est ça. Donc voilà, commencez par définir vos attentes, savoir ce que vous voulez et pour ensuite pouvoir choisir l'entreprise qui vous convient. Et pour ça, c'est vraiment poser les bonnes questions. Vous êtes capable de poser les bonnes questions, que si vous savez tout ce que vous attendez. Et enfin, une fois que vous avez trouvé l'entreprise, le recruteur il aura probablement dit quel est votre travail au quotidien. Mais il n'aura pas forcément tout dit. Donc prenez bien le temps en arrivant dans l'entreprise. Essayez de comprendre ce que chacun attend, pas uniquement ce que votre équipe attend de vous, mais ce que toutes les personnes avec qui vous êtes en interaction peuvent attendre de votre rôle et de votre position quotidienne. Le meilleur conseil pour bien s'intégrer dans ce que vous faites. Juste avoir des questions maximum sur ce qu'on fait chez Biologie. C'est un peu court de système d'emploi pour identifier les personnes qui sont confondues. Dans ces systèmes d'identification créés à propos de produits, il y a 2 semaines dédiées avec des participants. On a la chance d'avoir Marie-Marie Appareil pour les premières promos. Ça veut dire un champ de recherche autour du e-commerce. On va avoir des mentors et puis les participants du camp rejoindront les groupes individuels, les mentors, les formateurs, etc. Voilà. Donc, on va passer aux questions, si vous en avez. Ah non, j'ai un peu oublié de dire, s'il vous plaît. Prochain média. Juste le prochain média pour aller en septembre, parce que personne n'est en ligne. Et ce sera chez Catherine qui fera avec Pierre qui est chez Cyber System. Voilà. Ce sera le 19 septembre. Vous êtes des questions, on va ces questions. Alors, moi j'ai une question, c'est quoi la différence entre un product manager et un product owner?